Bonjour, je me présente, je suis Xavier Sillon, je suis l'un des cofondateurs et le président de la société Voix des Clics. Voilà, donc je vous présenterai un petit peu notre solution tout à l'heure. On a une heure à passer ensemble sur une thématique qui est importante, qui vous intéresse et vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, qui est comment réussir sa migration vers Office 365. Voix des Clics étant un acteur de formation en ligne dans le domaine des technologies. Notre tropisme aujourd'hui sera de partager avec vous comment la formation des utilisateurs est un vecteur de succès et de réussite pour une migration sur Office 365. Notre ordre du jour, je vais démarrer étant 4 points. Hein. Pourquoi former les utilisateurs? Vous l'avez compris, c'est le sujet d'aujourd'hui. On passera sur un certain nombre d'éléments intéressants, factuels, de comment les technologies évoluent dans le temps et pourquoi une suite de bureautique dans le cloud est un vrai changement. Une rapide présentation de notre solution, parce que c'est pas le sujet de ce webinaire. À ce titre, le 20 novembre 2014, il y a un webinaire qui est dédié pendant une heure à la présentation de notre solution. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on propose à nos clients, allez sur notre site internet business.vodeclic.com, il y a une section webinaire et vous pourrez vous inscrire à ce moment-là. Je partagerai avec vous 3 cas clients d'entreprises de taille, de culture et de verticales différentes qu'on a accompagnées sur des problématiques de ce type, donc Rabot du Tilleul, Thales et Altarea Cogedim. Et puis on terminera par une séance de questions-réponses et j'espère que vos questions seront les plus nombreuses possibles. Alors, avant de démarrer, je voudrais partager avec vous un truc auquel personnellement je crois beaucoup, et on croit tous au sein de l'entreprise Voix des Clics, c'est que certes, vous êtes tous au courant et conscients que le cloud computing, c'est une vraie révolution. Fondamentalement, il y a un gros changement, c'est que le client est toujours le roi, c'est sûr, sauf que le roi, c'est l'utilisateur. Ça veut dire que dans le monde de la bureautique, du digital, etc., on ne peut pas regarder l'usage des technologies comme on le faisait avant, c'est-à-dire que chacun se débrouille avec le poste de travail qu'on lui fournit dans son environnement professionnel. Maintenant, compte tenu des technomobiles, compte tenu des devices qu'on a dans nos poches, compte tenu de la facilité de trouver des informations et des solutions alternatives sur le web, eh bien, si vous fournissez des technos qui ne sont pas adaptés ou sur lesquels les utilisateurs ne se sentent pas compétents, tout simplement, ils iront en utiliser d'autres. Donc, vous serez dans une logique d'investissement, vous avez fait un choix organisationnel de migrer sur Office 365, eh bien, vous aurez une partie de vos utilisateurs qui peut-être n'iront pas parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils sont formés mais une seule fois et pas sur la durée, alors que une technologie qui est dans le cloud, elle a une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus rapide que si elle était installée. Donc fondamentalement, l'utilisateur, c'est-à-dire votre salarié, ça peut être un agent de la fonction publique si vous êtes dans le secteur public, ça peut être quelque utilisateur que ce soit, ça peut être un étudiant, si vous travaillez dans un service IT par exemple d'une université, il va faire son choix et son shopping. Donc attention, votre ROI de votre migration, il faut quand même le regarder sur ce que vont utiliser in fine vos utilisateurs. Alors, tout ça c'est bien, mais bon, réussir sa migration en formant les utilisateurs, je voulais partager avec vous des verbatims qu'on entend heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tout dépend où on se place sur le marché. Le premier, c'est ils finiront bien par s'adapter ou s'habituer à la nouvelle interface. Je voudrais juste vous rappeler que on peut prendre toutes les versions d'Office ces dernières années, même des composantes d'Office qui sont apparues plus tard. Je pense à Lync. Voilà, Microsoft vient d'annoncer que Lync allait s'appeler Skype for Business et probablement l'interface graphique et fonctionnelle de Lync allait ressembler à celle de Skype. Bon, ça c'est un changement et c'est un changement. Et si on se dit ils vont bien s'habituer à la nouvelle interface, le temps que ça prendra pour s'y habituer, c'est des pertes de productivité, c'est des coûts qui sont non négligeables sur le sujet. La formation coûte trop cher. Vous savez qu'il y a une réforme, cela dit, de la formation professionnelle qui va vous permettre, avec votre budget formation, de plus faire appel à des solutions à distance qui sont structurellement moins coûteuses. Mais bon, la formation, ça coûte cher.
Quand c'est en présentiel, oui, mais il y a plein de domaines et plein de solutions où, au contraire, vous avez des vraies sources d'économie. Le service helpdesk va s'occuper de tout. Alors, j'ai vu que dans l'audience, il y avait des personnes dans des services IT et notamment de support utilisateur. Aujourd'hui, c'est pas, malheureusement, même si j'ai l'impression que c'est en train de changer, le rôle d'un service helpdesk qui est plutôt de se préoccuper de la sécurité, des process, des mises à jour, des patchs, de la gestion du débit, des autorisations, etc., plutôt que de se dire qui fait quoi avec son nouveau logiciel ou sa nouvelle version X, Y ou Z de Office. Quand je dis X, Y ou Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Office 365, il faut le rappeler, c'est une couche de service par-dessus une couche logicielle. Donc vous pouvez être sur Office 365 avec une messagerie dans le cloud et Office 2010 installé sur les postes de travail. Mais ça peut être aussi avec Office 2013. Vous pouvez y rajouter Office pour iPad, Office Online. Donc il y a de multitudes de possibilités d'utilisation et d'implémentation d'Office 365 dans vos organisations qui dépendent des plans tarifaires de Microsoft, de schématiquement E1, E2, E3 ou 4, même si ça évolue fréquemment. Donc ça, ce ne sont pas des sujets que je vais aborder aujourd'hui parce que ça, ce sont des problématiques de pricing et de niveau de service proposé par Microsoft. Nous, notre prisme, c'est bien évidemment l'utilisateur. Quatrième point, la formation ne doit porter que sur les changements. Écoutez, si un certain nombre d'entre vous sont encore sur Windows XP et Office 2003, lorsque vous passerez sur Office 365, déjà, pour pouvoir le faire, vous êtes obligé de changer votre système d'exploitation, donc terminer Windows XP, passer de Office 2003 à Office 2010 ou à Office 2013, c'est un sacré challenge en termes de design, puisque tout a changé de A à Z en termes d'ergonomie, de configuration. Donc si vous voulez gagner du temps, économiser de l'argent, ou en tout cas pas en perdre avec un vrai impact sur les compétences digitales des utilisateurs, clairement, porter sur les changements peut-être, mais les changements, ils sont extrêmement nombreux. Ce qu'on entend qui me fait vraiment beaucoup rire, ce sont les deux derniers sujets. Mes salariés ont le même matériel à la maison, comme s'il était d'une évidence que lorsqu'on travaille dans une entreprise de petite, moyenne ou grande taille, et qu'on doit utiliser au quotidien Outlook, Excel, PowerPoint, Link, etc., etc., en version 2010, a priori, on l'a aussi acheté à la FNAC et on l'utilise à la maison. Donc si on l'utilise à la maison, on n'a pas besoin d'être formé puisqu'on est compétent sur le sujet. Je crois qu'il n'y a quand même pas grand monde, vous en conviendrez, qui utilise Office 2010 pour ses problématiques personnelles, peut-être pour faire l'exposé des enfants de temps à autre, etc., mais ça va quand même pas plus loin. Dernier sujet, bien évidemment, ils n'ont besoin de rien. Et à ce sujet-là, ils n'ont besoin de rien. Eh bien, ça me permet de partager avec vous la slide suivante qui touche aux compétences digitales en France. À ce titre, d'ailleurs, nous avons publié un livre blanc qui s'appelle Ouvrez les yeux sur l'incompétence digitale, que vous pouvez également télécharger sur notre site internet et qui reprend la plupart des études qui existent en France et dans le monde. Là, j'en ai sorti quelques-unes sur les problématiques finalement de compétences face à la transformation digitale des organisations. C'est absolument effarant. J'en partage une avec vous, celle qui est ici sur la gauche de ce PowerPoint. 47% des utilisateurs des nouvelles technologies jugent incompétents. Ce sont des informations d'une étude faite par la Commission européenne, Digital Agenda 2012. Donc ce n'est pas financé par un éditeur, c'est une étude transfrontière sur les 27 pays de l'Union. Les utilisateurs en question, d'accord, ce sont des gens qui travaillent. Et ce qui est important dans cette étude, c'est leur propre jugement. Ce n'est pas la perception d'autres, ce sont les jugements individuels. On est plusieurs dizaines ensemble dans ce webinaire. On est tous utilisateurs des technos au quotidien. Chacun a sa propre perception de ce qu'il vit sur l'usage des technos. Je pense que si on faisait le sondage là, 1 sur 2 se dit waouh, en fait j'ai du mal, j'ai fréquemment des difficultés, j'arrive pas à faire un certain nombre de manips, ou alors j'arrive à les faire, sauf qu'elles me prennent 10, 15, 20, 30 minutes, là où ça pourrait me prendre 2 minutes. Voilà, donc des études comme ça, il y en a beaucoup.
Et je voulais en partager qu'une avec vous, mais j'ai envie de vous partager la deuxième, celle sur le certificat informatique et Internet, qui est un certificat qui s'obtient à l'université, donc après le bac. Il n'y a que 62% des étudiants qui échouent à passer ce certificat. Ce certificat, c'est faire un CV, produire un texte avec des paragraphes qui sont bien structurés, des alinéas, etc. C'est extrêmement simple. Pourquoi je partage ça avec vous? Pour vous dire que non, les jeunes ne sont pas plus compétents et forcément au top de l'usage des technologies. Ils sont peut-être au top de l'usage des technologies, des choses faites pour eux aujourd'hui, enfin en tout cas à leur âge. Les Facebook, les Snapchat, les Twitter, les WhatsApp, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas ces 4 services en ligne que je viens de vous préciser qui vont en faire des salariés, des collaborateurs, des partenaires performants dans leur travail au quotidien. Donc en fait, ces problématiques et l'impact du cloud là au milieu, bah, c'est fondamentalement une nouvelle ère à commencer. C'est que ce que j'appelle moi l'homme de Cro-Magnon de la bureautique, c'est-à-dire celui qui n'avait jamais vu un ordinateur de sa vie, bah, l'homme de Cro-Magnon, il existait il y a 25 ans et depuis il a disparu. Homme ou femme de Cro-Magnon, tout le monde a vu un ordinateur, tout le monde a vu un PC ou un Mac, maintenant tout le monde a vu un smartphone, quasiment tout le monde sait à quoi ressemble une tablette, etc., etc. Donc la population qui est adressée, en termes de formation, en termes de compétences, bah, c'est simplement pas du tout la même qu'au moment où la bureautique est arrivée dans les organisations il y a 20-25 ans. L'explosion de la bureautique en mode SaaS, c'est un vrai sujet. Je veux dire, il faut quand même voir les choses en face. Office 365 s'appelait il y a encore 4 ans, peut-être un petit peu moins, 3 ans, BPOS, Business Productivity Online Service, qui était tout juste dans le cloud, entre guillemets. Je veux dire, Microsoft a été fortement challengé par Google avec Google Apps pour les pousser à avancer vite et à proposer une solution qui est à la fois en ligne et à la fois installée. Donc la bureautique dans le cloud en mode SaaS, c'est-à-dire pas installée sur vos machines, mais accessible en ligne, c'est un vrai sujet. C'est pas simplement délirant. C'est de plus en plus le cas. Et ma perception à moi, c'est que dans peut-être pas 3 ans, mais dans 5 ans, entre les débits, les innovations en termes de code, notamment je pense au JavaScript qui permet de déployer des choses plus vite et plus massives dans un navigateur, vont faire que beaucoup des fonctionnalités que vous allez utiliser au quotidien seront avec des services qui sont dans votre navigateur et donc dans le cloud et non plus installés sur votre machine. Troisième point, le Bring Your Own Device, BYOD, et la consumérisation des usages. Bah, écoutez, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé la donne ces dernières années. Il y a encore aujourd'hui des entreprises qui vous empêchent de faire un certain nombre de choses avec votre poste de travail. Il y a des sites internet qui sont blacklistés, il y a des logiciels que vous ne pouvez pas installer, etc. Ben, tout ça c'est bien, entre guillemets, ou pas bien, chacun voit ses problématiques de sécurité, ses problématiques de bande passante de son côté. La réalité, c'est que ce que vous ne pouvez pas faire au bureau avec votre propre poste de travail, et ben vous le faites avec votre téléphone, vous le faites avec votre tablette, vous le faites avec votre propre PC portable que vous avez et que vous pouvez avoir dans votre mallette. Quatrième point, la croissance exponentielle du nombre d'applications bureautiques. Si on prend Office 2003 dans le monde professionnel, c'est grosso modo Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Un début de SharePoint à l'époque. Aujourd'hui, Office, c'est quoi? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Yammer, Lync, Access. Donc, là où il y avait sur la première version d'Office, donc bien avant Office 2003, 3 logiciels, maintenant il y en a 6 ou 7. Sans parler de Office Open Graph qui va arriver, qui est une nouvelle façon d'organiser, de présenter, de partager tous ces documents à partir du moment où ils sont dans le cloud. Donc ils sont stockés dans SkyDrive. SkyDrive, c'est le stockage de vos fichiers en ligne.
d'accord? Donc qui est lui-même une solution logicielle, alors qu'avant, vous aviez vos fichiers, ils étaient dans l'explorateur fichier de votre version de Windows. Et donc, avant, il y avait quelques logiciels avec quelques fonctionnalités à connaître. Maintenant, il y a de plus en plus de logiciels et de plus en plus de fonctionnalités à connaître. Et puis, tout ça, ça engendre une explosion des coûts, hein, de cette ignorance informatique. Pourquoi? Parce que les technologies, vous avez peut-être ou probablement lu, il y a beaucoup d'études sur la vitesse à laquelle les technos évoluent. On est sur une mécanique, sur une donne, avec des éditeurs ou avec des fabricants qui sont dans la course à l'innovation pour vous proposer toujours plus, toujours mieux. Toujours plus, toujours mieux d'après eux, mais à un moment ou un autre, quand vous aviez sur un logiciel 10 fonctionnalités majeures il y a 10 ans, vous en avez 100 aujourd'hui. Donc il y a 90 compétences, on va dire, à connaître de façon additionnelle. Donc ça, forcément, ça a un coût. Donc soit vous dites, ce n'est pas grave si mes effectifs, mes talents, mes salariés, mes collaborateurs, peu importe comment vous les appelez, sont peu au fait de ces nouvelles solutions, il faut clairement vous interroger sur le pourquoi vous allez migrer vers une nouvelle version. Si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est que votre choix a été déjà fait ou est en train d'être fait sur la migration vers Office 365. Si vous migrez sur des nouvelles technos, des nouveaux services en ligne, des nouveaux logiciels, et que vous ne vous préoccupez pas du gain de performance lié à ces nouvelles fonctionnalités, votre ROI va être faible. Et en tout cas, le coût de l'ignorance de ces nouvelles fonctionnalités, il faudra bien évidemment le calculer, vous verrez qu'il est important. Alors, pour continuer sur cet axe, j'ai essayé de le faire de façon graphique pour illustrer un petit peu plus les choses. Avant, excusez-moi, c'est pas maintenant, il y a une petite erreur, excusez-moi, voilà, je vais faire la modification directement. Voilà, excusez-moi. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas maintenant, ça c'était avant. L'écosystème d'une entreprise était assez simple. Il y avait des PC avec Windows et avec Office. Donc, quand vous étiez dans une organisation, vous étiez en charge de la formation, vous étiez en charge de l'IT, vous étiez en charge du poste de travail, vous étiez en charge du poste utilisateur. Il y avait un écosystème simple. C'est assez basique. Là, j'en ai fait un rectangle ou quasiment un carré. En fait, c'est un cube sur 3 axes. Il y a un poste de travail qui est un PC, finalement, peu importe la marque. Il y a une version de Windows XP, Windows 7, puis une version d'Office. La suite, c'est que vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un écosystème qui est très très éclaté, avec des gens, des salariés qui ne travaillent pas forcément au même endroit, qui ont des devices différents, qui ont des systèmes d'exploitation différents, qui utilisent pour certains des services en ligne, qui utilisent pour d'autres des services qui sont installés. La cartographie des services, des fonctionnalités et des logiciels qui sont utilisés dans votre organisation, elle est beaucoup plus difficile. Et elle est par ailleurs, vous voyez le lien avec les problématiques qui sont aussi des opportunités, certes, du Bring Your Own Device, c'est que vous avez donc des gens qui vont utiliser des technos qui sont peut-être autorisés ou pas, mais en tout cas qui sont d'une telle diversité que ça va vous créer un certain nombre de problèmes. Et donc, Office 365 étant une prestation qui est très complète et qui vous permet de déployer en fonction de vos besoins différentes typologies d'offres de services. Vous pouvez avoir un mix de E1, E2, E3, E4, etc. Donc la messagerie passe dans le cloud, donc vous vous débarrassez de vos serveurs Exchange pour passer sur Exchange Online, et puis vous stockez vos données dans le cloud au lieu de les stocker dans des serveurs chez vous. Et puis pour autant, après, vous allez avoir des gens qui vont utiliser uniquement Office Online, qui vont utiliser pour certains Office 2010, pour d'autres Office 2013, etc. C'est pas l'intérêt de Microsoft d'avoir une telle diversité. D'accord ? La réalité, c'est que pour vous, cet écosystème, il va être plus éclaté. Donc, il y a forcément des outils, je pense à Intune, pour bien gérer ces postes.
D'accord? Mais côté utilisateur, comment allez-vous réussir à adresser le bon contenu, la bonne formation à un écosystème très hétéroclite et totalement différent d'avant? Donc avant, c'était simple. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Dernier sujet sur les problématiques de migration, bah, c'est que c'est une autre façon d'illustrer les choses. Là, vous avez une courbe de fréquence, et en fait, entre le point haut ici et le point bas, vous avez, et pour revenir au point haut, vous avez une période de 5 à 6 ans. 5 à 6 ans, c'est grosso modo le délai que prend une entreprise pour passer d'une version à l'autre. Donc généralement, il y a un saut de version. Donc si j'illustre avec Office, eh bien, des entreprises qui migrent de Office 2003 vers Office 2007, il y en a finalement très peu, et elles passent de Office 2003 à Office 2010. Donc nous sommes sur un changement qui est sur une période de 5 à 6 ans. D'accord? Mais on est dans un monde qui est le monde du logiciel installé. Donc plus l'entreprise est grande et grosse, plus c'est difficile de migrer un parc de milliers ou de dizaines de milliers de postes de travail. Le cloud et donc Office 365 par rapport à ce cycle, c'est quoi? Eh ben, c'est une courbe de fréquence qui est comme ça. J'aurais pu la faire encore beaucoup plus rapide parce que les rythmes vont très très vite. On a d'ailleurs à ce titre publié un autre livre blanc qui justement reprend le thème de ce webinaire aujourd'hui, qui est réussir sa migration sur Office 365 en formant l'utilisateur. Livre blanc que vous pouvez également télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait sur notre site internet. Eh bien, on reprend des éléments d'information fournis par Microsoft. Microsoft se présente comme étant déjà prêt pour faire que sa version de Office, donc Office 365, puisse évoluer tous les trimestres. Vous vous rendez compte de la différence entre une évolution trimestrielle et une évolution sur un plan quasiment quinquennal, tous les 5 ans versus tous les trimestres. Et qu'est-ce qui est aussi totalement différent, c'est que dans le monde de la bureautique installée, c'est vous les entreprises, qui décidez de changer de version. C'est vous qui décidez de passer d'Office 2003 à Office 2010. D'accord? Mais le jour où l'ensemble de ces outils de productivité au quotidien est dans le cloud, eh bien c'est plus vous, l'entreprise, qui décidez quand est-ce que ça change. C'est l'éditeur qui explique, qui annonce, qui communique auprès de tous ses clients que de nouvelles versions et de nouvelles fonctionnalités vont arriver et qu'elles vont être mises à disposition et en ligne de tous les utilisateurs. Et donc vous comprenez bien que ce changement de cycle et de fréquence de mise à jour, il a un impact majeur sur la réussite de votre migration sur Office 365. C'est qu'en fait, migrer sur Office 365, c'est d'un côté la dernière fois que vous allez migrer, parce qu'après les choses vont évoluer de façon quasiment automatique et c'est l'éditeur qui va décider. Mais de l'autre côté, en fait, c'est pas que c'est la dernière, c'est que ça va constamment changer. Peut-être au départ sur un rythme tous les 2 ans, puis après tous les ans, puis après tous les semestres, puis après tous les quarters, tous les trimestres, pardon, parce que c'est la décision de l'éditeur. Et donc, la réussite de votre migration, vous ne pouvez pas la prendre uniquement sur est-ce que j'ai réussi à migrer ou pas mes postes de travail. Vous devez les prendre sur le fait que est-ce que mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, d'accord, je tire toujours le maximum de performance de Office 365, qui, je le rappelle, n'est donc plus un produit qui s'amortit dans une logique d'investissement, hein, le CAPEX, mais on est dans une logique de charge opérationnelle, OPEX, d'accord, avec un abonnement. Donc vous allez payer de façon récurrente un produit où votre intérêt, c'est de vous assurer qu'au même rythme où vous le payez, et au même rythme auquel il évolue, eh bien, les compétences digitales de vos salariés, elles avancent au même rythme. Donc dans ces conditions, je reviens à ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que l'utilisateur est roi, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est de se former sur évidemment les problématiques qu'il rencontre au quotidien,
sur lequel il sent qu'il a des gains de productivité à faire. Deuxième chose, c'est qu'il veut se former à son rythme. Alors, si je prends mon cas personnel, moi je me dis que ouais, j'ai pas vraiment besoin de formation, etc. Si. Moi j'ai mes petits problèmes quotidiens, les choses sur lesquelles je suis moins à l'aise, etc., etc. Et donc il faut que je puisse me former à mon rythme. Mais à mon rythme, c'est-à-dire, si j'ai un peu une problématique, je me pose une question, j'aimerais avoir une réponse. Troisième axe, se former quand il en a besoin. Et là, quand il en a besoin, c'est aussi un vrai sujet. Et d'ailleurs, Microsoft fait beaucoup d'efforts, d'ailleurs sur son navigateur Internet Explorer, qui avait vraiment perdu en performance et en qualité par rapport à sa concurrence, je pense à Chrome et à Firefox, et puis surtout avec des applications qui ne fonctionnent que sur certains navigateurs. Le monde du cloud, c'est le monde de l'ubiquité au global. Tout doit marcher tout le temps, partout, parce que tout est dans le nuage, et c'est plus un problème d'installation sur les postes de travail. Donc quand tous les utilisateurs, vous considérez qu'ils ont leurs besoins propres, chacun d'entre vous, vous travaillez dans des organisations qui ont des dizaines, centaines ou milliers ou dizaines de milliers de salariés. Dites-vous, vous avez des dizaines, centaines, milliers ou dizaines de milliers de besoins qui sont différents. Et ces besoins, ils sont d'autant plus différents et d'autant plus récurrents que vous allez migrer dans le cloud et a fortiori sur Office 365. Alors ça, c'est notre perception, bien évidemment, sur les problématiques de l'utilisateur. Et puis de votre côté, de vos côtés à vous, managers, on a identifié deux types de managers. C'est la DSI. La DSI, son objectif, c'est de réussir sa migration. Et ce que j'essaie de partager avec vous, c'est qu'une migration sur Office 365, en fait, ça se termine jamais. Ça se termine peut-être d'un point de vue technologique par rapport à ce qu'était une migration sur des logiciels installés, mais ça, c'est une version qui ne prend pas en compte que maintenant la bureautique elle est dans le cloud. Deuxièmement, c'est que la formation des utilisateurs pour la DSI, c'est une façon aussi d'optimiser son support helpdesk. Même si aujourd'hui c'est pas leur boulot, je veux dire, je crois que très clairement ça l'est pas parce que ça a été des choix organisationnels que ça ne le soit pas, et qu'il n'y a pas plus frustrant que de se dire je vais appeler le helpdesk pour expliquer mes problèmes, mes enjeux sur mon travail au quotidien sur l'usage des technos, pour se faire entendre dire qu'au final, ça ne fait pas partie des compétences du helpdesk que d'aider quelqu'un à utiliser des technos. Et là, je crois qu'avec Office 365, il y a un vrai moyen, puisque tout ça c'est dans le cloud, tout ça peut être authentifié avec un SSO. Il y a vraiment des choses à faire pour lier l'usage aux problématiques de chacun des utilisateurs. À un moment ou un autre, un poste de travail, ça coûte. Donc ça coûte en tant que matériel, ça coûte en tant que logiciel. Et puis tout à l'heure, je vous parlais des coûts de l'ignorance informatique. Former les utilisateurs, c'est aussi baisser le coût annuel moyen du poste de travail. Total Cost of Ownership en anglais. Quand vous êtes dans le cloud, il y a un vrai sujet, et ce sont les deux derniers topics pour la DSI, c'est l'intégration. C'est qu'il y a moyen de former les gens avec une solution qui s'interface et qui s'interconnecte avec la solution dans le cloud que vous venez de choisir, à savoir Office 365. Là, il y a un vrai sujet. Et quand vous faites un choix pour porter votre organisation et votre entreprise vers l'avenir et la faire utiliser les toutes dernières technologies qui sont dans le cloud, vous devez vraiment vous poser la question sur la façon avec laquelle vous allez former vos utilisateurs. Est-ce que vous allez faire un one-shot soporifique en classe avec 10 personnes qui vont être là pendant 2 heures où on va leur expliquer les différences entre Office 2010 et Office 2003 ou Office 2013 par rapport à Office 2003, etc., etc. Soyons sérieux, c'est pas avec ce one-shot et cette micro-formation à un instant T que vous allez répondre aux problèmes de récurrence des changements fonctionnels, ergonomiques que vous allez devoir affronter dans votre organisation. Les métiers, je pense notamment à la DRH, aux responsables formation, aux learning managers, etc., etc. Les métiers, eux, ils sont dans une zone où le vrai sujet, c'est comment faire pour que chacun soit formé. Et donc, pour le coup, la formation, il faut la prendre aussi de façon moderne. Et la modernité, c'est pas l'unité de lieu
l'unité de sujet et l'unité de temps comme elle a été organisée en France depuis des dizaines d'années. La question, c'est de savoir comment vos effectifs peuvent être performants au quotidien et à partir de là, leur apporter les outils. Les Américains appellent ça on the job, c'est-à-dire sur leur lieu de travail. Eh bien, la bureautique, c'est ça. La bureautique, c'est pas au moment où vous n'arrivez pas à faire à créer un groupe privé dans Yammer ou à créer un formulaire dans SharePoint ou à faire un tableau croisé dynamique dans Excel. C'est au moment où vous voulez le faire que vous avez besoin d'une solution. Et donc, la question que vous devez vous poser, vous, les métiers là-dessus, c'est comment faire pour que le moment où quiconque dans mon organisation en ait besoin, il ait une solution. Vous voyez qu'il faut qu'il puisse avoir accès à cette solution tout le temps, partout, dans toutes les conditions, au même titre qu'il a accès à son Office 365 dans le cloud. Tout ça, ça permet de baisser les coûts de formation individuelle. L'intégration dans les outils de SIRH était bien évidemment essentielle parce que, vous savez, la formation en ligne telle qu'on la pratique chez Vodéclic, au final, ça consiste à accéder à un service en ligne qui est un site web. Si pour aller sur un site web, il faut se souvenir de son mot de passe, puis aller cliquer sur un lien qui va nous renvoyer sur une page, et puis il va falloir descendre en bas de la page pour cliquer sur le bouton, vous n'allez pas avoir grand monde qui va avoir envie d'y retourner parce que tout simplement ils ne seront pas au courant. Donc l'intégration dans les outils de SIRH ou dans l'Active Directory d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu, ou peut-être pas assez avant sur la partie DSI, l'intégration dans l'Active Directory, elle fait que chacun à tout instant est connecté. Donc il a un besoin, il a une solution. Il y a une réforme des organismes collecteurs de la formation professionnelle qui vont faciliter l'accès et la diffusion de la formation en ligne pour les entreprises par rapport à la formation présentielle. Il y a des vrais enjeux et des vraies opportunités pour vous. Au total, l'entreprise, elle a fait des gains de productivité ou elle peut en faire qui sont significatifs parce que constamment, les salariés vont être au fait des technologies qu'ils sont de plus en plus obligés d'utiliser et qui ne cessent d'évoluer. Ça fait des économies, ça. Pourquoi des économies? Parce que vous êtes en capacité de dire, bah, écoutez, je suis dans une organisation avec 1000 personnes, 1000 postes de travail, je budgète de façon annuelle le coût pour que chacun de ces 1000 personnes puisse y accéder. Il n'y a pas de dépassement. Vous avez la sûreté de votre tarif, le budget annuel fixe est sans surprise, plutôt que de rentrer dans une donne de alors qui on a besoin, etc., etc. Sachant que vous comprenez bien que si 47% des utilisateurs des technos dans le monde professionnel se jugent incompétents, tout le monde ne va pas lever le doigt en disant qui est-ce qui n'y arrive pas sur Office parce qu'on va migrer, vous allez avoir peu de monde. Qui a envie aujourd'hui de reconnaître à son manager ou à son responsable formation qu'il a des difficultés ou des doutes sur sa compétence sur Office? Personne. C'est aussi simple que ça, personne. Donc ça va vous coûter très cher pour peu de monde, alors qu'en fait tout le monde en a besoin et que tout de suite, pour réussir votre projet de migration, vous pourriez vous assurer que chacun a accès à cette solution. Et puis, la problématique, c'est que Office 365, ça évolue. Qu'est-ce qui se passe en termes de discours pédagogique? Qu'est-ce qui se passe en termes de formation lorsque Lync va devenir Skype for Business? Vous avez un vrai sujet à vous poser. C'est est-ce que c'est un one-shot dont vous avez besoin, ou alors c'est une formation au long cours. Si vous avez compris que Office 365 ne cesse d'évoluer, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une solution qui elle-même va être aussi évolutive que ne l'est Office 365. Alors, tout ça c'est bien, mais à un moment ou un autre, mon propos, c'est quand même essayer de vous dire, mais tout ça c'est assez conceptuel, comment ça peut se transcrire et se mettre en place dans une organisation. Alors, je vous parle un petit peu de la solution Vodéclic. En fait, elle est sur 5 composantes essentielles. C'est, d'un côté, donc c'est une application qui est dans le cloud, qui est en accès illimité. Vos utilisateurs ne payent pas à chaque fois qu'ils utilisent Excel. Écoutez, c'est la même chose pour une solution comme Vodéclic, que vous l'utilisiez beaucoup ou peu, au moment où vous en avez besoin, chacun de vos collaborateurs a une solution, eh bien, c'est sur ce point-là qu'elle répond à vos problématiques. Alors, comment elle y répond?
sur 4 axes essentiels. D'un côté, des formations, on produit nous-mêmes dans nos propres studios de production, je vous montrerai rapidement la plateforme tout à l'heure, et donc qui couvre toutes les composantes d'Office 365, installées et online, des services pédagogiques, pour faire des exercices, pour s'évaluer, pour prendre des notes, etc., etc. Les deux couches du haut que vous voyez ici, en rose et en rouge, elles expriment ce qu'on apporte à l'utilisateur. Mais l'audience dans ce webinaire, elle est plutôt faite de professionnels côté IT ou côté RH. Côté RH, le besoin, c'est je mets en place une solution, j'ai besoin de gérer cette solution par rapport aux besoins de mes collaborateurs. Je souris, excusez-moi un petit peu, je vois quelqu'un qui me dit manifestement vous êtes en train de déménager. Écoutez, non, mais nos bureaux sont à côté d'un chantier où il y a d'énormes grues, donc je suis désolé pour le désagrément. La partie RH, elle est à la recherche de reporting, de ROI. La partie IT, si on regarde la partie helpdesk, elle aussi, elle est dans une logique de ROI et comment gagner en performance. Mais elle est aussi à la recherche d'une solution qui va s'intégrer sans difficulté, sans contrainte dans l'écosystème de l'entreprise, que ce soit côté SIRH ou que ce soit côté donc côté SIRH, par exemple, dans un Learning Management System, donc généralement on intègre notre solution en SCORM, ou alors côté Active Directory Microsoft, que l'Active Directory soit dans le cloud ou alors dans en local. Je change, voilà, je change d'écran et je me mets ici. Voilà, je vous présente rapidement simplement notre solution, comment elle se présente. Donc, vous voyez que c'est un service en ligne qui est dans un navigateur. Si je réduis cette fenêtre comme ceci, vous voyez que là, je suis sur un format d'iPad. Donc, elle est développée totalement en responsive design. J'ai créé cette plateforme spécifique pour Office 365. Donc, si je regarde dans mon catalogue de formation, je vous donne quand même une idée, hein, on a plus de 21 000 modules sur à peu près 300 logiciels en 6 langues, et là j'ai fait un tri pour présenter les composantes de Office 365. Et ben, Office 365, si on prend que Excel, vous pouvez être sur Excel 2013, 2010, Excel pour iPad ou alors Excel Online, et ainsi de suite pour OneDrive, OneNote, etc., etc. Alors, je disais tout à l'heure, l'utilisateur, il faut qu'il puisse se former sur ce qui l'intéresse, etc. On a développé un petit moteur de recherche ici. Par exemple, si on met voilà, tableau dynamique, je recherche. Ça lance une recherche dans notre catalogue sur l'intégralité de nos modules. Vous voyez, donc le premier module qui apparaît, c'est créer un tableau croisé dynamique dans Excel 2010. J'aurais pu trier sur la droite pour préciser que c'était sur Excel 2013. Et j'arrive sur une page qui est toujours la même en termes de design et d'ergonomie, quelle que soit la formation. Donc j'appuie sur Play ici, et vous obtenez un écran qui vous présente une formation de quelques minutes seulement pour vous expliquer justement comment réaliser ce tableau croisé dynamique. Vous pouvez prendre des notes ici et saisir, voilà, intéressant, etc. Et ça se sauvegarde automatiquement dans votre interface avec votre login et votre mot de passe. Vous avez un glossaire qu'on a réalisé nous-mêmes. Vous pouvez avoir, avec 2 fenêtres différentes, afficher votre formation sur un écran ou un autre. Si vous avez un grand écran, mettre en petit d'un côté la formation et de l'autre côté le logiciel que vous utilisez, etc., etc. Vous pouvez également partager cette formation, c'est-à-dire que y a un de vos collègues qui vous appelle et qui vous dit j'ai du mal à le faire, comment je peux faire, etc. Bah, voilà, vous allez partager cette formation avec Fanny Dubois, par exemple, sur un compte de test, et vous allez lui envoyer. Et elle va recevoir cela dans son interface ici de messagerie. Je vous montre de mon côté. Voilà. Donc, moi, j'ai envoyé un message aujourd'hui à Fanny Dubois. Donc là, on est dans le social learning. Chaque apprenant
Chaque apprenant peut également lui-même être teacher, enfin formateur, de façon à partager son savoir, etc., etc. Je partage avec vous, parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais vous le voyez, la partie reporting, donc avec des statistiques complètes, avec des parts de marché par logiciel, une projection de votre organisation qui vous permet de savoir qui s'est formé sur quoi et dans quelles conditions, qu'est-ce que chaque utilisateur a réalisé en termes de formation. Si on prend par exemple Martin Sylvain, ici, eh bien, je vais filtrer ici dans la partie utilisateur pour regarder précisément le niveau de performance, le niveau de formation attendu et réalisé par cette personne. Voilà. Cette personne s'est formée pendant 12h12 sur Excel 2013, Inkscape, Windows 8, etc. parce que nous avons un catalogue qui va au-delà d'Office 365. Donc encore une fois, je vous invite à passer une heure avec nous si vous avez du temps le 20 novembre pour une démonstration plus complète de notre solution. Voilà, je suis de retour sur ma présentation et j'aborde la partie cas client. Le premier cas client que je veux partager avec vous, c'est Rabot du Tilleul, qui est un groupe familial et indépendant de BTP créé en 1920. On a fait et on les a aidés à réussir leur migration sur Office 365. Pour le coup, c'était Office 2013 et Yammer cette année. Pourquoi ils ont voulu travailler avec nous? Mais parce que le sujet, c'est d'avoir un mode de formation qui est cohérent avec la solution Office 365. La DSI d'une entreprise de ce type décide de projeter son organisation dans l'avenir avec de nouvelles fonctionnalités, avec des choses très tendances, poussées, innovantes. Il faut aussi innover sur la façon de former. L'intégration, donc comment chaque utilisateur peut accéder à notre solution, eh bien c'est via l'Active Directory. L'Active Directory, pour résumer, vous ouvrez votre poste de travail ou vous l'allumez le matin, vous avez un login et un mot de passe. Ce login et mot de passe, en fait, c'est votre identifiant numérique dans l'écosystème Microsoft. Eh bien, nous, on s'interconnecte avec cet identifiant. On ne le connaît pas, mais on s'interconnecte, qui fait que dès que vous cliquez sur un lien, un raccourci sur votre bureau ou un lien dans votre intranet, s'il y en a un, ou un lien dans le réseau social Yammer, eh bien, vous accédez à notre solution sans avoir à vous souvenir de l'URL pour se connecter et ou de votre login mot de passe. L'activation aussi, elle peut se faire au même rythme que le déploiement. Alors, le déploiement d'une solution qui est complètement dans le cloud, elle peut être quasiment instantanée. Lorsqu'on est sur un déploiement également en termes de poste de travail, donc Office 2013, c'est plus long à déployer qu'Yammer. Yammer, c'est en ligne, il faut ouvrir des comptes, et une fois que les comptes sont ouverts, chacun peut y accéder. Office 2013, c'est installé, ça prend un petit peu plus de temps. On a travaillé là-dessus avec un partenaire solution Gold qui s'appelle Cloudivia, dont le métier c'est de faire du change management, mais c'est aussi d'accompagner les organisations sur le choix des technologies Microsoft qu'ils réalisent. À un moment ou à un autre, le monde se divise en deux. Il y a des gens plutôt de technologie, il y a des gens plutôt de relations humaines. Eh bien, notre métier à nous, c'est de faire de la formation, et donc on a travaillé avec eux pour déployer notre solution chez Rabot du Tilleul. Deuxième entreprise d'un secteur qui n'a absolument rien à voir. Là, on est dans la sécurité des citoyens, l'infrastructure, etc. Boîte extrêmement importante, un des fleurons de l'industrie française, qui est Thales. Bien là, on a travaillé avec eux sur la migration de tous les effectifs du groupe Thales dans le monde, un peu plus de 70 000, sur Office 2010. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, in fine, à un moment ou à un autre, vous voyez bien qu'Office 365, souvent, pour beaucoup des utilisateurs, en fait, c'est une nouvelle version d'Office. Ils passent d'Office 2003 à Office 2010 ou à Office 2013. Et puis, on sait que l'année prochaine, il y aura probablement une nouvelle version d'Office qui va sortir. Donc, in fine, Office 365, pour beaucoup des personnes de l'IT, c'est une affaire de messagerie, donc de changement de serveur Exchange vers Exchange Online. Mais pour les utilisateurs, c'est souvent un changement d'ergonomie. Sauf que c'est probablement la dernière fois que vous le faites parce que derrière, les évolutions et les mises à jour vont probablement se faire dans le cloud à un rythme que vous ne contournerez plus forcément. Donc avec eux, on n'a pas raisonné, avec Thales, on n'a pas raisonné dans une logique de combien il va y avoir d'utilisateurs concernés, combien utilisent des postes de travail, etc. Mais comment faire pour que chacun
et accès constamment à chaque instant à cette solution, où qu'il soit dans le monde. Donc là, on est plus dans un modèle de, écoutez, comme EDF, schématiquement, quand vous appuyez sur un interrupteur, vous voulez que la lumière s'allume, pour ça, il faut avoir un abonnement, il faut avoir un compteur. Donc si vous voulez que ça marche, ça a un coût. Là, c'est la même chose, pour être sûr que chacun des 70-72 000 salariés de Thales dans le monde puisse accéder à notre solution, eh bien, on raisonne au fait que ça marche à chaque fois que quelqu'un en ait besoin, et non pas combien, in fine, vont en avoir besoin, parce que ça, personne ne peut le prévoir. Ça a été un vrai sujet de change management, hein, en complément du présentiel. Tous les salariés en français et en anglais. Hein, on a sur un webinar ici qui est en français, mais on a une couverture en termes de solutions qui est en 6 langues, français, anglais, espagnol, portugais, allemand et mandarin. Ça a été l'occasion pour Thales d'inverser son modèle de blended learning, c'est-à-dire je fais du présentiel et puis par-dessus je rajoute une couche de e-learning ou de online training. Leur choix a été de faire différemment, et justement de faire du e-learning pour tout le monde, et de faire du présentiel pour une population beaucoup plus petite. Et l'impact de ça, je le partage avec vous, pour les métiers, ça vous donne la capacité de former beaucoup plus de monde, de les garder, je veux dire, up-to-date en termes de compétences digitales, et de vous assurer que tout ça, ça a un coût moyen par personne formée qui est beaucoup plus faible. Là-dessus, on a travaillé avec un partenaire très connu en France, comme partenaire à l'EMS, qui est Cross Knowledge. Troisième cas client, là on est plutôt dans l'immobilier d'entreprise, la foncière de commerce, enfin le promoteur immobilier, Altaria Cogedim. Là on les a accompagnés sur une migration Office 2010 plus Exchange Online. Donc leur communication à eux aurait pu être sur Office 365 parce que Exchange Online c'est une brique d'Office 365. Bon. Vous voyez que donc cette frontière en fait elle dépend de sous quel axe vous présentez. Donc la messagerie, d'un point de vue technologique de Altaria Cogedim est passée sur Exchange Online. Pour l'utilisateur, ça n'a rien changé, puisque c'était une affaire simplement de Outlook. Sauf qu'ils en ont profité pour passer de Office 2003 à Office 2010. Et là, en termes d'ergonomie et de fonctionnalité, c'est juste deux mondes qui sont complètement différents, avec des impacts qui sont extrêmement importants. Donc là, on parle d'un petit peu plus de 1200 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une première expérience en e-learning au sein du groupe. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est que la formation à distance, je veux dire, il y a beaucoup d'innovations ces dernières années. Il y en aura encore beaucoup ces prochaines années. C'est une façon de former beaucoup de monde constamment sur beaucoup de sujets, etc., etc. Et quand vous êtes une organisation qui n'en a pas la culture, eh bien très clairement la bureautique c'est un vrai sujet pour démarrer, pour une raison simple, c'est que tout de suite vous pouvez faire deux choses, toucher beaucoup de monde, puisque quasiment 100%, et de plus en plus la transformation digitale c'est ça aussi, hein, quasiment 100% des salariés d'une organisation à un moment ou un autre on ne serait-ce qu'une adresse mail. Dans le transport, dans la logistique, dans le retail, maintenant vous avez des équipements mobiles qui sont dans les mains de chacun des collaborateurs de ces organisations. Donc faire une première expérience de formation autour de la bureautique, ça permet tout de suite d'adresser un message global à l'ensemble de votre organisation pour que tout le monde soit concerné. Ce ne serait pas le cas si vous faisiez quelque chose sur les langues étrangères, par exemple. Ce ne serait pas le cas si vous vous lanciez dans le e-learning avec des contenus sur le management. Tout le monde n'a pas un poste de manager dans une organisation. La deuxième raison, c'est que ça vous permet comment dire, d'avoir une approche où vous vous affichez en termes de politique sociale aussi, dans une logique où vous pouvez adresser, vous avez envie d'adresser, de former plus de monde que ce que le présentiel ne vous permet de faire, tout simplement parce que le présentiel, ça coûte cher, et évidemment. C'est une affaire de lieu avec des salles de réunion, c'est une affaire de staff, c'est une affaire de marketing, etc., etc. Je rappelle quand même que, grosso modo, le tarif catalogue de quelque organisme de formation que ce soit sur Office 2010, c'est grosso modo 800 € pour 2 jours. 800 € pour 2 jours pour que quelqu'un passe 2 fois 7 heures dans une salle de réunion en groupe sur une migration sur Office 365,
c'est juste simplement économiquement pas crédible, c'est pédagogiquement pas abouti, et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer en formation le moins de personnes possible. Donc vous voyez bien l'ambiguïté et qui existait par le passé et qui n'est plus concevable aujourd'hui, compte tenu des évolutions de plus en plus fréquentes et rapides des technos. Le choix qui disait moins j'en forme, mieux je me porte tellement ça coûte cher, ça va à l'encontre du succès de votre projet de migration. L'objectif d'Altaria Cogedim aussi, c'était de fédérer avec cette action de formation les 3 entités du groupe. 3 entités au départ dans l'immobilier, et puis ils ont acheté le site internet très connu Rue du Commerce. Vous voyez, 2 secteurs qui sont quand même complètement différents au départ. Eh bien, la bureautique, au travers de la formation, c'est aussi un moyen de fédérer ces équipes. Et l'objectif métier de Altaria Cogedim, j'en aurais terminé pour ce cas client-là, l'objectif métier d'Altaria Cogedim était de s'assurer d'augmenter le nombre d'heures de formation pour l'ensemble des salariés. Donc forcément, pour faire ça, vous devez vous préoccuper de mettre en place quelque chose qui concerne tout le monde et pas quelques-uns. Donc vous voyez que comment démarrer cette présentation autour de problématiques de compétences digitales, autour de problématiques de migration sur Office 365, on voit bien que les enjeux vont au-delà et que donc la DSI et la DRH, plus que jamais, doivent travailler ensemble. Et très honnêtement, c'est pas ce qu'on voit chez les clients. Je vais dire que la DSI et la DRH travaillent peu, ou en tout cas structurellement pas bien. Elles peuvent beaucoup mieux faire, parce que plus les années vont passer, plus la question de la compétence digitale structurelle de chacun des utilisateurs des technos au quotidien va se poser. Je termine sur un petit point nous concernant, vous déclic. Pourquoi, lorsque on présente notre solution pour essayer d'aider les organisations à répondre à leurs problématiques, elles ont 4 problématiques à résoudre, les entreprises. La transformation digitale au sens large, comment réussir une migration, on vient de parler d'Office 365, le développement d'universités digitales de façon à avoir une librairie, une sorte d'encyclopédie en termes de pédagogie numérique accessible à tous. Et 4e point, comment réduire les coûts de formation pour former plus de monde. Eh bien, on fait la différence parce qu'on apporte un catalogue qui est exhaustif et qui répond aux enjeux digitaux, bureautiques, collaboratifs des organisations. Une expérience utilisateur qui est unique, j'ai essayé de la partager avec vous en quelques minutes. Ma vocation était de vous montrer que derrière ces éléments de concept, ces éléments de marché, ces éléments d'impact du cloud sur la performance individuelle des utilisateurs, c'était pas que du concept, mais fondamentalement une solution qui est disponible aujourd'hui sur le marché, des outils de reporting puissants. Dans le monde du learning, le standard d'intégration, c'est SCORM. SCORM est structurellement très limité en termes de reporting, on en apporte beaucoup plus. L'interface est simple, l'intégration, elle est simple et rapide dans le cloud, peu coûteuse, sans impact technologique, sans impact en termes de sécurité pour vos organisations. Et puis, un point quand même important, c'est qu'on a une tarification qui est tout compris par utilisateur, qui est sans surprise et qui vous permet de vous développer qui vous permet de vous développer sereinement et de mettre en place les réponses aux enjeux de performance individuelle que vont rencontrer vos salariés de façon récurrente. Ça va être récurrent. Et le maître mot de notre livre blanc qu'on a publié justement sur le sujet de ce webinaire avec beaucoup plus d'informations et où clairement on a essayé de faire une photographie complète de comment ça se passait avant avec des technologies installées et comment ça va se passer maintenant. Avant, c'était un one-shot, il se passait une chose à un moment. Maintenant, il va se passer des choses constamment. Donc la question que je vous pose et que vous avez maintenant à résoudre de votre côté, après on passera aux questions-réponses, c'est
comment vous allez gérer, soit vous utilisez le terme cette incompétence structurelle, parce que ce que chacun va savoir faire à un instant T, ça va être soit inutile, soit peu utile, ou obsolète dans les mois qui vont arriver, soit vous dites comment je ne vais pas non pas gérer cette incompétence, mais je vais gérer cette compétence. Eh bien, vous verrez que les choses vont avancer tellement vite que vous serez obligé de changer votre façon de faire et non pas de faire un accompagnement au changement lorsqu'il y a un changement. C'est juste que le changement, avec le cloud et avec Office 365, c'est tout simplement tout le temps. Ça ne va pas s'arrêter. Alors, je regarde mon petit tableau de bord que vous avez également de votre côté. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Alors j'ai une question qui est un peu ambiguë par rapport à ce webinaire. Je vais y répondre rapidement. C'est quelle est la différence d'après vous entre Office 365 et Google Apps? Alors, écoutez, on est sur un webinaire qui concerne Microsoft Office 365. Je pense que la plupart d'entre vous ont fait le choix de cette technologie. Je crois que fondamentalement aujourd'hui, peut-être que Google peut concurrencer Microsoft sur la partie des services en ligne, c'est-à-dire un tableur en ligne d'un côté qui s'appelle Google Spreadsheet ou Google Feuille de calcul en français, et de l'autre côté Excel Online. Je pense que on peut éventuellement comparer les deux en termes de profondeur de fonctionnalité. Mais le vrai sujet, c'est que Office 365, c'est bien plus que cela. Et alors là, comparer une solution bureautique qui est installée sur un poste de travail, tel que c'est aujourd'hui avec Office 2010 et avec Office 2013, très clairement, avec Google Feuille de calcul, vous ne faites pas grand-chose par rapport à Excel installé. Et ça, c'est valable autant pour PowerPoint que pour Word. De mémoire, peut-être vous pourrez regarder également sur notre site, je crois que nous avons un webinaire qui est prévu prochainement, il faudra que vous vérifiez sur la thématique de Google Apps, plus spécifiquement. Alors, je regarde d'autres questions. Ouais. Bon, ok. Est-ce qu'on veut rediffuser notre webinaire? Bien sûr, nous allons le rediffuser. Ah, là, il y a une question intéressante sur la couverture linguistique de notre solution. Pour vous répondre à votre question, c'est par rapport à notre catalogue. Donc, notre catalogue sur les composantes de Office 365 en mode installé. Excusez-moi, je pense que vous avez entendu une corne de brume ou quelque chose de ce type. C'est toujours notre déménagement. Nous avons Office 2010 et Office 2013, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lync, qui est ISO, c'est-à-dire avec la même profondeur de catalogue entre le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol et le mandarin. Ce qui veut dire que si vous êtes dans des organisations sur un projet de migration sur ces données-là, et l'un de vos enjeux, c'est comment adresser, et je vais dire une bonne fois pour toutes, parce que des entreprises françaises qui présentent des contenus pédagogiques en français pour leurs effectifs à l'étranger, ça n'intéresse pas beaucoup les effectifs qui sont à l'étranger. De la même façon, une boîte américaine qui amène des contenus pédagogiques en anglais pour des salariés français, c'est pas très intéressant. Donc là, si votre enjeu, c'est d'accompagner et de mettre en place une solution globale pour votre organisation multilingue, clairement, on peut vous aider sur le sujet. Écoutez, il y a peu de questions aujourd'hui, donc je vais terminer et je vous demanderai de bien vouloir y répondre pour pouvoir échanger rapidement dessus. L'un des sondages que j'avais présenté, et qui est effectivement des deux, on n'a plus le temps puisqu'il nous reste encore 1 minute, je vais le lancer. Vous allez voir sur votre écran un sondage sur les clés de la réussite d'une migration. Vous avez la possibilité de répondre la formation des utilisateurs, l'entente DSI, DRH, les aspects technologiques de la migration, la gestion des coûts.
Là, j'ai que 10% de votants, 15%. Allez, on se donne encore quelques secondes. Allez, 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 quelques votes. Quelques votes. Ouais, encore 40%. Allez, j'arrête à 70%. Allez, c'est intéressant, il y a des choses, il y a des trucs intéressants qui aboutissent. Là, on utilise une des fonctionnalités de GoToWebinar qui permettent de publier un sondage et je peux le fermer à un instant. Allez, il n'y a que 60% des votants. Donc, vous avez la possibilité de répondre à plusieurs des réponses. On est à 65%. Allez, j'ai dit à 70%. Encore un petit votant. Allez, allez, allez. Pour l'instant, j'ai les chiffres. Ça y est, on est à 70% et je ferme le sondage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Pour le coup, c'est la première fois que j'innove avec un sondage comme cela. Et donc, les résultats sont les suivants. À la question, selon vous, quels sont les points clés d'un projet de migration dans le cloud réussi? Eh bien, 71% répondent la formation des utilisateurs, 43% les aspects technologiques de la migration, 29% l'entente DSI, DRH, 29% la gestion des coûts. Bien moi, je crois que le sujet qui est pour moi un petit peu surprenant, mais d'un autre côté, ce sont des facteurs humains, c'est l'entente DSI, DRH. Je suis intimement convaincu que le rôle des DSI est complètement bouleversé avec le cloud, et je te terminerai là-dessus, complètement bouleversé avec le cloud, et que l'IT est de plus en plus une affaire de performance pour les métiers, et que plus que jamais, cette IT, et là moi je parle de la bureautique, mais si on prend des outils plutôt d'informatique métier, comme Oracle ou SAP, ou des ERP, etc., champ pédagogique que nous ne couvrons pas, d'accord. Comment accompagner la performance d'une entreprise? C'est clairement sur le grain à moudre, sur l'utilisation de ces technos, et la DSI et les DRH doivent plus que jamais s'entendre. Voilà, il est 15h05, selon mon chronomètre PowerPoint, nous sommes à 1h et 1 minute. Je vous avais promis un webinar en 1 heure, on a dépassé 2 minutes, je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, je vous dis à bientôt avec moi ou l'un de mes collègues sur un autre webinar. On est également sponsor à la conférence Le Web 2014 à Paris, donc venez nous voir, on sera heureux de vous accueillir pour continuer cet échange ou parler de vos projets. À très bientôt.